« 1945. Un monde s'écroule. Un autre se prépare à naître. » Trois hommes vont décider du destin de millions de gens. C'est un poker politique. Son enjeu, la puissance, des territoires entiers, des empires. Ils surenchérissent à coups d'armées et d'idéaux. Mais comme dans tout jeu, il doit y avoir un vaincu. Lequel des trois va perdre la partie? Franklin Delano Roosevelt de Washington, Joseph Djougashvili dit Staline de Moscou, ou Winston Churchill de Londres. Ici, il l'a promis, il ne joue pas seulement pour son propre compte. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Base aéronavale de Saki, 3 février 1945. Winston Churchill retrouve son cher cigare. Après 8 heures de vol, il est heureux de poser enfin le pied sur les rives de la mer Noire. Sous la tente, le caviar et le champagne sont prêts. Les caméramens attendent impatiemment de pouvoir retourner au show. Demain, le Premier ministre britannique va prendre part à la conférence la plus importante du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée qu'un nouveau partage du monde s'impose. Churchill est accompagné de sa fille Sarah Oliver et d'une délégation de 750 personnes. Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique, salue ses invités. Son sourire est forcé. L'ambiance est tout sauf détendue. Le président américain Roosevelt a lui aussi fait le voyage. Il ne manque que l'hôte. Joseph Staline n'est pas venu accueillir ses invités dans le froid. L'illustre compagnie ne le retrouvera que de l'autre côté des monts de Crimée, à Yalta. C'est dans l'ancien palais des Tsars que vont se rencontrer les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Chacun va jouer son jeu, et l'un d'eux va perdre la partie. La photographie a fait le tour du monde. 3 hommes, dont un héros tragique, Winston Churchill. Il a trahi une promesse, l'alliance qui avait entraîné son pays dans la Seconde Guerre mondiale. À Gdansk, sur la Westerplatte, un monument commémore le jour où Adolf Hitler a donné l'ordre d'attaquer la Pologne. Ce jour-là, la Grande-Bretagne, liée par traité à la Pologne, est entrée dans la guerre. « 1er septembre 1939.
Depuis l'aube, le navire-école Schleswig-Holstein bombarde la presqu'île de Westerplatte. Au même moment, les aéroports et les chemins de fer polonais sont attaqués. Les nouveaux bombardiers, les Stukas, attaquent en piqué. Ils terrorisent la population avec leurs bombes, mais aussi avec cette sirène fixée sur le train d'atterrissage qui hurle lors de leur descente. Avec ce redoutable soutien aérien et grâce à de nouvelles armes, les troupes au sol avancent rapidement. On parle bientôt de blitzkrieg, de guerre éclair. L'armée polonaise compte près d'1 million d'hommes mobilisés et déjà sur le pied de guerre. Mais elle est littéralement balayée par les 2 millions de soldats allemands. Le Reich est si sûr de sa victoire qu'il tourne déjà un film pour le cinéma, Le baptême du feu. Wir fliegen zu Weichsel und Warte, wir fliegen ins polnische Land. Wir treffen schwer das feindliche Heer, wir blitzen und Bomben und Brand. Kamerad, Kamerad, alle Welt müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Lose ist bekannt. Lass an den Pfeil, lass an den Pfeil, Bomben auf Bodenland. Pendant que les Allemands envahissent la Pologne, l'Angleterre se prépare à venir en aide à son allié. Londres, 3 septembre 1939. L'Empire veut faire une démonstration de force. Mais qui va conduire les Britanniques dans la guerre? Qui en a l'étoffe? Qui est capable de remettre cet Hitler à sa place? Cet homme qu'on peut entendre à la BBC. Dans le quartier huppé de Pimlico, un candidat attend sa nomination. Il considère Hitler comme un fou dangereux qui doit être combattu. Il sait que son heure est venue. We finish our broadcast. We will be back in a moment. Le 3 septembre 1939, Winston Churchill est nommé premier lord de l'Amirauté. Le même jour, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Sauveur de la nation, sauveur du monde, un rôle de premier plan sur la scène internationale. Toute sa carrière a préparé Churchill à cette mission.
le palais de Blenheim, près d'Oxford. C'est ici que Winston Churchill naît en 1874. Son grand-père est le duc de Marlborough. Voici le petit Winston à 7 ans. Politique et argent font partie de son héritage familial. Son père est chancelier de l'Échiquier. Sa mère, fille d'un millionnaire américain. À l'école, Winston est un élève tout sauf exceptionnel. Ce n'est que dans l'armée, où son père lui a obtenu un poste conforme à son rang, qu'il va enfin s'épanouir. Il y fait son éducation et acquiert un style littéraire qui lui vaudra, bien plus tard, le prix Nobel de littérature. Il est d'abord envoyé sur le front des guerres coloniales, notamment en Afrique du Sud. Quand il en revient, il a acquis une certaine notoriété en Grande-Bretagne. Et il fera un livre à succès de son évasion spectaculaire d'un camp de prisonniers. C'était un homme très franc, direct et plein d'assurance. Mais il était capable de s'attirer autant d'amis que d'ennemis. Il se souciait peu de blesser les gens. En matière politique, il n'aimait guère les compromis et n'était pas prêt à se soumettre aux volontés d'un parti. Mais c'était une personnalité exceptionnelle. À 27 ans, Winston Churchill commence sa carrière politique. Tout d'abord comme membre du Parlement britannique, puis, à 34 ans, au sein du gouvernement. Il est ministre du Commerce, puis de l'Intérieur, et enfin, Premier Lord de l'Amirauté. « 1914. Les tensions qui déchirent la scène politique mondiale, notamment entre l'Angleterre et l'Allemagne, dégénèrent en conflit armé. La Première Guerre mondiale éclate. Les tractations diplomatiques n'ont rien donné. Il était de moins en moins question de vivre en paix et de plus en plus d'orgueil national blessé. Churchill est un homme énergique et résolu. Il aime prendre des risques, mais n'a aucune expérience en tant que stratège. En 1915, il conduit les troupes alliées à Gallipoli, dans les Dardanelles. Ce sera la plus cuisante défaite de son camp. Churchill a voulu donner une leçon au Kaiser allemand et à son allié turc. Mais l'armée alliée en ressort battue. La catastrophe de Gallipoli lui coûte ses fonctions. Sa chute est aussi rapide que l'avait été son ascension. Churchill se retire de la politique et s'engage comme officier d'état-major sur le front. Pour combler le vide qu'il ressent à ce poste, il s'adonne à sa passion, l'écriture. La plume est-elle pour lui une arme plus puissante que l'épée, comme le suggère cette caricature? En tout cas, elle lui rapporte beaucoup. C'est l'un des auteurs les mieux payés de Grande-Bretagne. En mai 1935, son ami Thomas E. Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, trouve la mort. Comme Churchill, il voyait la politique comme une aventure littéraire.
Dans les années 1930, Churchill revient à la politique. Il entend parler d'un Allemand qu'il trouve très intéressant, du moins au départ. Il tente de le rencontrer à Munich. Mais Hitler n'a pas de temps à lui consacrer. Churchill décline ensuite 2 invitations à Berchtesgaden. Entre-temps, il a lu Mein Kampf et il trouve l'agressivité de ce livre insupportable. Dès 1925, dans Mein Kampf, Hitler décrit ce qu'il appelle son Lebensraum, son espace vital dans l'Est de l'Europe. Et cet espace vital, c'est d'abord la Pologne. Il s'étendra ensuite au-delà, mais la Pologne est la première étape. Il est dès lors très clair qu'Hitler a l'intention d'attaquer ce pays tôt ou tard. À la fin de l'été 1939, l'heure est venue. Hitler charge von Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères, d'une folle mission. Il doit convaincre au plus vite l'ennemi juré de l'Allemagne, l'Union soviétique, de signer un accord. Hitler a besoin de l'assurance que Staline ne bougera pas lorsqu'il attaquera la Pologne. En remerciement, il lui cédera la moitié du pays conquis et une partie de la Baltique. Lors d'une promenade, Hitler autorise son ministre à conclure un pacte de non-agression avec les Soviétiques. Ribbentrop emprunte le nouvel appareil d'Hitler. Les Allemands savent qu'ils ne sont pas les seuls à courtiser Staline. En parallèle, le petit père des peuples négocie une alliance avec les Anglais et les Français contre l'Allemagne. Hitler et Staline étaient tous deux des gangsters, des bandits. Ils n'étaient pas satisfaits des accords signés à la fin de la Première Guerre mondiale. Et tous deux voulaient renverser les nouveaux États d'Europe de l'Est. À Moscou, Ribbentrop est reçu par Staline en personne, un honneur insigne. Quelques heures plus tard, l'accord est signé. Le Reich allemand et l'Union soviétique ne se feront pas la guerre. Le partage de la Pologne, le prix de cet accord, est inscrit dans un protocole secret du traité. Joseph Staline travaille à l'édification de son monde communiste. Il fait davantage confiance à un dictateur comme Hitler qu'à tous les démocrates de la Terre. Il veut aider les peuples mineurs, comme les Polonais, et les libérer à sa manière. Une fois de plus, les Polonais sont condamnés à perdre leur patrie. « 16 jours après l'attaque allemande, l'armée rouge occupe comme prévu la moitié est de la Pologne. Partout où les Soviétiques et les Allemands se rencontrent, on échange des cigarettes, on organise des fêtes de l'amitié, des parades. Et on prend des photographies, tant la situation paraît incroyable. Quatre semaines plus tôt, ils étaient ennemis. Les voilà meilleurs amis du monde. Lors des parades, les véhicules allemands et soviétiques défilent côte à côte. Les troupes allemandes s'empressent d'abandonner aux Russes les territoires qu'ils ont conquis dans l'est de la Pologne. Ils les laissent avancer jusqu'au Boug, le fleuve qui marque la nouvelle frontière entre le Reich et l'Union soviétique, comme cela avait été négocié à Moscou.
Staline nourrissait une haine viscérale contre les Polonais et la Pologne. Il les détestait peut-être même davantage qu'Hitler. En fin de compte, en 1939, il a saisi l'occasion qu'il attendait. Cela faisait longtemps qu'il espérait pouvoir détruire la Pologne. Pour les Polonais, il n'y a plus d'espoir. Ils sont regroupés par milliers et doivent déposer les armes. Seuls Varsovie et quelques poches de résistance refusent de se rendre. Hitler ordonne de raser la ville et se rend lui-même sur place pour assister à sa destruction. Une fois de plus, l'armée allemande est victorieuse. 2 jours plus tard, le 27 septembre, Varsovie capitule. La reddition est signée dans un bus. Mais tous n'ont pas abandonné. Une partie de l'état-major polonais gagne la France. Les Polonais espèrent une contre-attaque de leurs alliés anglais et français. En 1940, la France et la Grande-Bretagne avaient des forces plus importantes que l'Allemagne. La France avait plus de tanks que l'Allemagne et en Pologne, on espérait que l'immense armée française allait attaquer et libérer notre patrie. Churchill, ministre de la Marine, ne peut rien faire, pas sans troupes au sol. La Grande-Bretagne était très faible. En 1939, elle ne disposait pas d'une armée importante. Elle ne possédait pas d'avions capables de couvrir la distance entre l'Angleterre et la Pologne et retour. Elle avait la plus grande flotte du monde, mais il était impossible de libérer la Pologne avec des vaisseaux de guerre. En fait, les Britanniques ne pouvaient matériellement pas venir en aide aux Polonais. Le Reich met la main sur un arsenal flambant neuf dont la Pologne venait de faire l'acquisition. Nombre de canons n'ont pas encore tiré une seule fois. L'armée polonaise comptait près d'1 million d'hommes. Battue, elle se disperse en quelques jours. Une grande partie des soldats, plus de 400 000, se retrouvent prisonniers des Allemands. 200 000 se rendent aux Soviétiques. Restent environ 100 000 hommes. Ils ne veulent se rendre ni aux Allemands ni aux Russes. Ils souhaitent se battre, continuer de porter la flamme de liberté. Le dernier ordre qu'ils ont reçu est « Rendez-vous invisible ». Ils s'enfuient vers les pays voisins. Munis de faux passeports, vêtus en civil, ils traversent le territoire de leur propre chef pour se rendre en France. Une fois là-bas, l'armée française les accueillera.
Jamais encore, une force armée n'avait ainsi pris la fuite. L'objectif est de se regrouper dans le sud de la France et de continuer à combattre pour une Pologne libre. Quelques-uns ont la chance de trouver un bateau ou un billet de train. Plusieurs milliers sont découverts en chemin et arrêtés. Goebbels entend parler de ces fuyards. Il les surnomme avec mépris les touristes de Sikorski. Le général Władysław Sikorski est l'homme qui les attend dans le sud de la France. Il porte tous les espoirs de la Pologne. Plus de 30 000 soldats parviennent à le rejoindre en traversant plusieurs pays. La plupart transitent par les Balkans ou le nord de l'Europe. Certains passent même par l'Afrique du Nord. À la fin des combats, je suis parti pour la Roumanie. De là, j'ai traversé la mer Noire. J'ai franchi les Dardanelles et je suis arrivé à Beyrouth. Mon but, c'était la France, là où une nouvelle armée polonaise allait être levée. L'ambassade polonaise m'a donné un passeport temporaire et j'ai pu me rendre en France en train, à travers la Yougoslavie et l'Italie. J'ai voyagé assez confortablement et une fois en France, j'ai rejoint l'armée polonaise. En compagnie d'un général français, Sikorski examine les nouvelles unités polonaises équipées d'armes françaises. Mais les soldats connaissent mal ces armes étrangères. Ils forment une troupe hétéroclite où personne ne connaît personne. La situation était très difficile. Il y avait beaucoup trop d'officiers et pas assez de troupes. Cette armée était déchirée par des rivalités politiques remontant à l'avant-guerre. Les soldats n'ont plus aucun lien avec leurs familles restées au pays. Ils écrivent des lettres que personne ne reçoit. Ils apprennent dans les journaux ce qui se passe chez eux. À Varsovie, Adolf Hitler ordonne un défilé militaire pour fêter la victoire. Il semble avoir tous les atouts en main. L'Allemagne se considère comme invincible. Les autres pays le croient aussi. Staline n'est pas le seul à admirer la guerre éclair. On modifie les paroles des chants militaires. Désormais, on n'y parle plus de bombarder la Pologne, mais de la prochaine cible, l'Angleterre. En attendant, le Reich a prévu des étapes pour l'année qui vient. En avril, le Danemark. En mai, la France. La Norvège en juin. Et en août, l'Angleterre de Churchill. Tous seront conquis grâce à la stratégie de la guerre éclair. La situation est désespérée. Il faut jouer le tout pour le tout. L'intrépide Winston Churchill devient Premier ministre. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, de la sueur et des larmes, annonce-t-il le 10 mai 1940, le jour même où l'Allemagne attaque la France.
Ces discours radiophoniques donnent des frissons aux Britanniques. Nous engageons le combat contre une monstrueuse tyrannie. Quel est notre but? Je peux répondre en un mot. La victoire. La victoire à tout prix. La victoire en dépit de la terreur. Churchill parle des victimes qui seront nécessaires pour la victoire. Les Britanniques adhèrent à son plan, celui de renforcer la Royal Air Force. Churchill va devenir la figure de proue de la résistance contre Hitler. Plus encore que les Britanniques, les Polonais voient en Churchill leur dernier recours. Car ils ont découvert avec horreur que certains alliés n'étaient pas pressés d'en découdre. Quand les Allemands ont envahi la France en 1940, on a dû se rendre à l'évidence. Les Français ne voulaient pas se battre. Ils n'avaient pas le moral. L'armée tout entière s'est effondrée en quelques jours. Et la fuite de l'armée française en 1940 a été une vaste blague. Les soldats ne portaient pas leurs fusils. Ils avaient une bouteille de vin. C'est tout ce qui comptait pour eux. On battait en retraite en bon ordre vers une petite ville. Et les Français du coin nous ont crié. Ils avaient peur qu'on tire sur des Allemands et que leur village soit détruit. Bientôt, une chose est sûre. L'avancée allemande ne sera pas brisée en France. Les Français et leurs alliés polonais et britanniques sont incapables de l'arrêter. L'Allemagne menace maintenant la Grande-Bretagne. À la différence de ce qui s'était produit en Pologne, la majeure partie des unités combattantes parvient à évacuer le pays. Seuls 10% des soldats alliés connaîtront la prison. 340 000 sont rapatriés en Angleterre, dont 20 000 Polonais. Mais leurs précieux équipements militaires restent sur place. La quasi-totalité des armes britanniques et françaises tombent aux mains des Allemands. Un cuirassé polonais nous attendait à Saint-Jean-de-Luz, près de Bordeaux. Il avait pour mission de nous emmener en Angleterre. Là, les forces polonaises devaient être reconstituées sous le commandement du général Sikorski. Ce croiseur nous a emmenés à Plymouth, et de là on nous a envoyés dans le nord du pays, en Écosse pour être précis. On craignait une attaque à partir de la Norvège, et on nous avait envoyés défendre les côtes écossaises. Les raids aériens sur l'Angleterre commencent en août 1940. Les cibles, ce sont les aéroports, les installations portuaires et les usines d'armement. Des escadrilles de bombardiers assombrissent le ciel au-dessus de la Manche.
Les Stukas s'attaquent aux convois transportant le précieux matériel de guerre et les détruisent presque immanquablement. Ils tirent sur tout ce qu'ils croisent sur leur route entre la côte et Londres. L'ordre est de détruire toutes les bases côtières de la Royal Air Force pour préparer le débarquement. L'objectif final, c'est Londres. Au départ, les Allemands étaient très efficaces. Ils ont concentré leurs attaques sur les aérodromes et cette tactique leur réussissait plutôt très bien. Certains disaient que si Göring s'était tenu à sa stratégie de destruction des aérodromes, la Royal Air Force n'aurait pas pu continuer à se battre. Mais les pertes sont plus élevées que prévu et Göring panique. Il est surpris de la résistance de la RAF. Les chasseurs britanniques ne cessent d'abattre des appareils allemands. La mise en place rapide d'une force aérienne voulue par Churchill porte ses fruits. La RAF avait deux très bons avions, le Spitfire et le Hurricane. Mais il y avait pénurie de pilotes expérimentés. À l'inverse, les Polonais disposaient de nombreux pilotes, mais ils n'avaient plus d'appareils. Ces pilotes polonais étaient très aguerris. Ils étaient habitués à combattre et à affronter les Messerschmitt. Ils faisaient merveille dans les airs. Les Allemands ne parviennent pas à prendre le contrôle du ciel. Hitler doit ajourner son plan d'invasion. Il adopte une nouvelle stratégie. Les raids n'auront plus lieu dans la journée, mais la nuit. Et désormais, ils prendront les villes pour cible. L'objectif est de briser le moral des Britanniques. La ville industrielle de Coventry sera durement touchée. Dans la nuit du 14 novembre, 30 000 bombes incendiaires sont larguées sur la ville. Le centre et la cathédrale sont rayés de la carte. Le verbe « coventryser » fait son apparition dans le vocabulaire de la propagande allemande. Il désigne l'anéantissement total d'une ville ennemie. Plus tard, dans ses livres et ses discours radiophoniques, Churchill a appelé cette terrible épreuve « l'heure de gloire de la Grande-Bretagne ». We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Noël 1940. Un répit fait espérer que les raids vont cesser quelque temps. Chez lui, Churchill n'est pas d'humeur à se détendre. Le vieux renard se méfie, et il a raison. Avec quelques jours de retard, Berlin envoie à Londres son cadeau de Noël. Le 29 décembre 1940, les escadrilles de Hitler portent leur attaque la plus violente contre la capitale britannique. Pour la deuxième fois de son histoire, Londres est en flammes.
Plus de 160 personnes meurent dans l'incendie. Au total, ce sont plus de 30 000 civils britanniques qui perdront la vie sous les bombes allemandes. Le dos au mur, Churchill cultive les symboles. Le cigare, signe de puissance, et le V de la victoire, formé avec l'index et le majeur. Londres n'est plus que cendre. Mais au lieu d'affaiblir le moral des Britanniques, cette attaque les rend plus combatifs que jamais. Le Parlement lui aussi est touché, ainsi que l'abbaye de Westminster. Et la cathédrale Saint-Paul, monument emblématique de Londres, est endommagée, mais elle tient encore debout. Car les débris les plus importants pour la bataille d'Angleterre, les voici. Les Allemands ont perdu plus de 2000 appareils. L'élément crucial, c'était les pilotes, le nombre de pilotes dont on disposait. Et ici, les Polonais ont été absolument décisifs pour la victoire. Pendant la bataille d'Angleterre, les escadrilles polonaises ont détruit plus d'avions allemands que celles de la RAF. Pour les remercier d'avoir sauvé son île, le roi décore les Polonais. Le général Sikorski est fier des exploits de ses pilotes et heureux que l'Angleterre ne soit pas affaiblie. Les Britanniques ne se font pas prier pour célébrer leur victoire. Après l'échec de la bataille d'Angleterre, Hitler se tourne vers une autre cible. En juin 1941, il attaque l'Union soviétique. Les troupes progressent rapidement. La stratégie de la guerre éclair continue de fonctionner. L'armée rouge, surprise, doit battre en retraite loin derrière ses lignes. Une fois de plus, Hitler brouille les cartes du jeu géopolitique. Staline est furieux. Il s'enferme dans son bureau des journées entières. Il ne s'attendait pas à être attaqué par son allié. Il a d'urgence besoin de nouveaux partenaires. Loin de Moscou, et plus loin encore de leur patrie, les vestiges de l'armée polonaise croupissent dans des camps de travail, les goulags soviétiques. Au bout d'un an, seule la moitié des prisonniers de guerre polonais a survécu. Beaucoup sont morts de froid, de faim ou d'épuisement.
Jour après jour, ils creusent la terre en quête d'or et de minerais. En réalité, ils ont été envoyés ici pour y mourir. Aucun d'eux n'espère plus revoir son pays. Quand ils meurent, on leur tranche la main droite pour les statistiques. Staline exige toujours une preuve. Il ne fait confiance à personne, même dans les goulags. Mais il se rend compte que les prisonniers polonais lui seraient plus utiles sur les champs de bataille. À Londres, l'ambassadeur soviétique rencontre Churchill. Sur l'ordre de Staline, il signe un accord avec le général Sikorski. Tous les Polonais des camps soviétiques doivent être libérés. Churchill est satisfait. C'est la première alliance de poids contre Hitler. Sikorski doit former une deuxième armée polonaise avec les soldats libérés des goulags. Il se rend donc à Moscou où il est reçu avec les honneurs. Staline et son ministre des Affaires étrangères, Molotov, sont d'accord. Cette nouvelle armée doit prendre position au Proche-Orient. En 1942, les Allemands sont aux portes de Moscou. Ils menacent de couper en deux l'armée soviétique. La bataille décisive aura lieu à Stalingrad. Le Führer veut agir rapidement. La ville doit tomber sous 8 jours. Winston Churchill, lui, s'envole vers Moscou. Dans ses bagages, il emporte un pénible message. Il est encore trop tôt pour ouvrir un second front en France et soulager l'armée de Staline. C'est un voyage périlleux. Sur terre et sur mer, les combats font rage. Les Allemands contrôlent l'Europe centrale. À Moscou, Churchill est accueilli chaleureusement. Dans la datcha de Staline, il dispose d'un immense cabinet de toilette. Les Soviétiques connaissent son penchant pour les bains. Staline porte un vif intérêt aux moindres vices de ses hôtes. Mais les Anglais ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils savent qu'ici, les murs ont des oreilles. Quand on travaillait en URSS ou avec les Soviétiques, il fallait partir du principe que nos conversations étaient sur écoute. Ça faisait partie du jeu. On devait alors essayer d'empêcher, ou plutôt de gâcher ces écoutes, en tapotant la table avec son crayon. Comme ça, je le faisais très souvent en mission militaire. Churchill savait qu'il était sur écoute et je crois qu'au lieu de dire les Russes ou les généraux russes, il parlait des paysans. Grâce à ses services secrets, Churchill n'ignore rien de ses écoutes. Et il n'hésite pas à le signifier clairement aux espions, comme il le raconte dans son journal.
I've been told, are not human beings at all. They are lower in the scale of nature than the orangutan. Stalingrad sera le tournant de la guerre. Avec une incroyable ténacité, l'Armée rouge enfonce les lignes allemandes. L'hiver porte le coup de grâce à la Wehrmacht. De leur côté, les Soviétiques ont payé cher cette victoire. En février 1943, les Allemands ont définitivement perdu la bataille. Stalingrad aura coûté la vie à 700 000 hommes. Ce bain de sang renforce la position de Staline. Pour la première fois, ce sont des colonnes de soldats allemands qui se dirigent vers les camps de prisonniers. Peu d'entre eux en reviendront. Cette même année 1943, le monde apprend comment Staline traite les prisonniers. Dans la forêt de Katyn, on découvre des fosses communes. La propagande allemande exploite l'affaire. C'est ici que, peu de temps après le début des hostilités, des milliers de Polonais ont été massacrés. Les prières polonaises résonnent dans la forêt comme autant d'actes d'accusation. Plus de 4000 officiers polonais accusés d'être des ennemis de la Révolution sont abattus, beaucoup avec des pistolets allemands. En tout, à Katyn et ailleurs, plus de 20 000 Polonais vont ainsi être assassinés. Mais les commanditaires ne sont pas allemands. Ils siègent au Kremlin. Il s'agit en l'occurrence de Staline, le dictateur rouge, et de son complice Beria, le chef des services secrets. Да, товарищ Берия. Уничтожили 20 тысяч поляков. Похвально. Продолжайте в том же духе. Trois ans après le massacre, les cadavres sont en décomposition. Mais la réalité des faits est incontestable. Les bourreaux n'ont pas pris la peine de vider les poches de leurs victimes. On peut ainsi retrouver le nom des morts et reconstituer leur histoire. Leurs familles ignorent encore ce qu'ils sont devenus. Elles se demandent s'ils sont encore en vie dans des camps soviétiques et quand ils reviendront. Avec ces images, leurs derniers espoirs s'évanouissent. Katyn, c'est le massacre de la meilleure société polonaise. Toute l'élite, toute l'intelligentsia polonaise a été éliminée. Toutes les victimes de Katyn étaient des officiers de réserve. L'armée polonaise avait été mobilisée en 1939. Et naturellement, les médecins, les avocats, tous ceux qui avaient une éducation, se sont vus nommés au rang d'officiers. Ils ont tous été massacrés.
Les experts internationaux confirment les conclusions des Allemands. Cette découverte macabre permet au Reich de montrer Staline sous un autre jour. Des soldats polonais prisonniers dans les camps allemands et des prêtres polonais sont même appelés à témoigner. Mais qui est coupable? De son côté, Staline accuse les Allemands. Néanmoins, sa thèse rencontre peu d'écho parmi les soldats et les membres du gouvernement polonais en exil à Londres. Les Polonais étaient certains que Staline et Beria, le chef de sa police, étaient coupables. Et ils ne se sont pas privés de le dire. C'est la raison pour laquelle Staline a rompu tout lien avec eux. Churchill s'alarme. Il exige de ses fidèles alliés qu'ils se taisent. Pas un mot sur Katyn pour ne pas irriter Staline. Mais le général Sikorski refuse de se taire. Il ressent ce silence comme une trahison. Ici, en Angleterre et en Amérique, l'affaire est passée sous silence. On nous disait que rien ne pouvait faire revenir les morts et qu'on risquait de gâter les relations avec la Russie, qui se battait contre l'Allemagne. Écosse, 1943. Churchill n'ose pas ouvrir de second front pour aider Staline. Les Français et les Polonais ne suffisent pas, même s'ils s'exercent assidûment à la manœuvre, comme on le voit ici lors d'une inspection des généraux Sikorski et de Gaulle. Les soldats polonais apprécient Churchill. Ils ignorent qu'il a sacrifié leurs intérêts dans l'affaire de Katyn. Les unités polonaises d'Écosse sont opérationnelles, prêtes à combattre sur le continent. Une seconde armée polonaise, sortie des goulags de Staline, est postée au Proche-Orient. Mais Churchill hésite encore. Il attend les troupes d'un nouvel allié, les États-Unis. Ce dernier compte désormais plus que les Polonais. Depuis 1940, les Britanniques sont en grande partie ravitaillés en armes et en munitions par les États-Unis. Officiellement, pourtant, ces derniers restent en dehors de la guerre européenne. Du moins, pour l'instant. Churchill réussit à attirer peu à peu les Américains dans son camp. Il rencontre le président des États-Unis, Roosevelt. Ce qui m'a frappé, c'est que Roosevelt était handicapé. Je ne le savais pas et je crois que la plupart des gens l'ignoraient parce que ses photographies étaient toujours arrangées. Il posait assis sur une chaise où on le voyait soutenu par quelqu'un, comme s'ils étaient bras dessus, bras dessous. Churchill veut impliquer les États-Unis dans la guerre. Et Roosevelt prépare ses troupes dans cette perspective. De plus, les peuples d'Europe doivent être libérés. C'est l'accord qui est signé sur l'USS Augusta. Winston Churchill a enfin un allié solide. Le général Sikorski est tout aussi enthousiaste. Il fait personnellement campagne pour Roosevelt lors des élections et s'active pour que les millions d'Américains d'origine polonaise donnent leur voix au président. Les démocrates profitent de son influence, mais ils n'ont cure de ses demandes concernant les affaires polonaises. Et la contre-attaque visant à libérer la Pologne est vite enterrée.
En 1943, aucun des Alliés ne pouvait envahir l'Europe sous domination allemande. Churchill et Roosevelt avaient dit à Staline qu'ils lanceraient une grande offensive en 1943. Mais c'était impossible à cause de la bataille de l'Atlantique. Les sous-marins allemands cessent de respecter la neutralité des navires américains et coulent les cargos qui ravitaillent la Grande-Bretagne. C'en est trop. Le joker américain entre dans la partie. Au fond, c'est Adolf Hitler qui a persuadé Roosevelt d'entrer en guerre. C'est Hitler qui a en quelque sorte déclaré la guerre aux États-Unis. C'est une décision complètement folle. À l'époque, l'Amérique possède déjà le plus vaste potentiel industriel du monde, même si elle n'est pas prête à se battre. Les Américains répugnaient à entrer d'eux-mêmes dans la guerre, mais à partir du moment où Hitler leur a déclaré la guerre, ils étaient déterminés à se battre. C'est l'une de ses plus grandes erreurs de guerre. Été 1943. En Europe, la guerre est dans l'impasse. Dans ce jeu de pouvoir, les belligérants doivent avoir des nerfs d'acier. Mais Sikorsky ne risque-t-il pas de craquer? Va-t-il enfin cesser d'évoquer Katyn? Au retour d'une inspection militaire, il fait étape à Gibraltar. Voici la dernière photographie du général polonais. Le rocher est un véritable nid d'espions. Un compagnon de la liberté doit ramener Sikorsky à Londres. Mais le pilote a aussi une autre mission. L'appareil est déjà sur le tarmac, mais le décollage est retardé pour des raisons techniques. Le vol est reprogrammé de nuit. Il décolle peu avant minuit. Le pilote a emporté un gilet de sauvetage, ce qu'il ne fait jamais. Il doit être le seul rescapé de ce vol. 16 secondes après le décollage, l'appareil s'abîme en mer. Pourquoi? Nul ne le sait. Mais pour certains, cet accident n'en est pas un. Nous étions en Écosse et la nouvelle nous a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Nous avons tous pensé et nous pensons toujours que Sikorsky avait été assassiné. À l'époque, il était persona non grata chez de nombreux responsables occidentaux, chez tous en réalité, parce qu'ils avaient tous trahi la Pologne. Roosevelt, Churchill et Staline. L'espionnage britannique était fortement lié à la Russie, avec des personnages comme Kim Philby et les autres. Nous avons donc soupçonné, et nous soupçonnons encore, le KGB d'avoir commandité l'assassinat de Sikorsky et un Britannique d'avoir mis le plan à exécution. On ne saura jamais de façon certaine ce qui s'est véritablement passé à Gibraltar. À Londres,
Il a bien sûr eu droit à des funérailles officielles. Et en 1993, sa dépouille a été rapatriée en Pologne, où il est un héros national. Dans les archives britanniques, plusieurs documents concernant l'accident sont encore classés secrets. Churchill a toujours regretté la mort de Sikorski. Quelques jours plus tard, en juillet 1943, les troupes alliées débarquent en Sicile. Leur objectif, attaquer Hitler par l'Italie. L'effort commun des Alliés commence à porter ses fruits. Les trois grands souhaitent se rencontrer personnellement afin de fixer les objectifs de guerre. La conférence doit avoir lieu à Téhéran. Churchill veut se mettre d'accord à l'avance avec les Américains, qu'il doit retrouver au Caire. Mais Roosevelt et le général Eisenhower n'ont pas l'intention d'abattre leur jeu. Le président américain transforme la rencontre en séjour touristique. Churchill ne parvient pas à s'entendre avec lui sur une ligne commune. Roosevelt botte en touche à chaque fois. Lors de la première conférence à Téhéran, Churchill pensait encore pouvoir collaborer avec Roosevelt, présenter un front commun face à Staline, dans l'intérêt de la conduite de la guerre. Mais Roosevelt a choisi une autre voie. À Téhéran, les trois principaux chefs alliés se retrouvent pour la première fois autour d'une table. Chacun est venu défendre ses intérêts. Roosevelt cherche à se concilier Staline. Il a besoin de l'armée rouge pour ouvrir un second front en Asie et soulager les troupes américaines. En retour, il est prêt à faire beaucoup de concessions en Europe, surtout au sujet de la Pologne. Staline a peur de l'avion. Il fait la majorité du trajet entre Moscou et Téhéran en train blindé. Staline veut réorganiser l'Europe de l'Est à sa convenance. Il sait que désormais, et grâce aux Américains qui lui laissent les mains libres, le temps joue pour lui. Churchill fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il se doute que Staline va vouloir étendre l'Union soviétique vers l'Ouest, comme convenu avec Hitler. La Pologne va donc perdre une partie de son territoire. Churchill veut compenser cette perte en étendant le pays vers l'Ouest. Quant aux Polonais, on ne leur demande pas leur avis. À l'ambassade soviétique, Churchill porte un toast au grand Staline. Il lui offre un présent de la part de son roi, une épée forgée en l'honneur des combattants de Stalingrad. J'étais présent à la cérémonie. C'était très émouvant. Un lieutenant de la garde d'honneur britannique a pris l'épée dans son écrin et l'a passée à Churchill qui l'a tendue à Staline. Churchill, who handed it over to Stalin, but he tipped the
Celui-ci a embrassé la garde, mais il l'a penché, et l'épée a glissé hors du fourreau, et puis il a fait tomber le fourreau aussi. Mais on a réussi à la rattraper et à tout remettre en ordre, et la cérémonie s'est achevée là-dessus. Les membres de la suite de Staline ne sont pas tranquilles. Un incident de ce type, si minime soit-il, peut leur valoir la prison, voire la peine capitale. Même Molotov le craignait. Lorsque Staline entrait dans une pièce alors qu'on était en train de discuter, Molotov commençait à bafouiller. Au bout d'un moment, Staline lui lançait un regard, comme ça, alors il s'éclaircissait la voix et il cessait de bafouiller. La photographie de groupe semble sceller leur accord. En réalité, Staline est resté maître du jeu. L'ouverture d'un second front en Europe a enfin été décidée, tandis que Roosevelt doit rentrer les mains vides. Il n'y aura pas de second front asiatique. Staline se sert habilement des Américains contre les Britanniques, jusqu'au choix de la chambre de Roosevelt, qui devait en principe loger à l'ambassade britannique. Roosevelt a été convaincu de loger dans le complexe de l'ambassade soviétique. Les Russes ont prétendu qu'il y avait des rumeurs de tentatives d'assassinat. Mais après coup, Molotov a dit que c'était complètement absurde. Churchill fête son anniversaire à Téhéran. Le cadeau de ses soldats témoigne de la seule chose qui importe désormais: la sécurité de l'Empire britannique. L'Empire célèbre ses traditions et sa propre existence comme s'il n'y avait ni Staline ni Roosevelt. Churchill vient d'avoir 69 ans et ses idéaux continuent d'enthousiasmer les foules. Aucun autre n'a son talent oratoire. Mais qu'a-t-il encore à dire sur la démocratie et la liberté ? Roosevelt promet à Staline et Churchill d'envoyer ses soldats l'année suivante en Europe pour lancer une grande invasion. Sur le chemin du retour, le président américain inspecte les troupes et jette les bases de son programme militaire. If you had said to me, or I had said to you 3 years ago that we would meet in Iran, we'd have said today that we were completely crazy. We try to do 2 things. The first was to lay military plans for cooperation between the 3 nations, looking toward the winning of the war just as fast as we possibly can. Été 1944. Les Alliés débarquent en Normandie. Les Allemands sont sous pression. Les Polonais veulent prendre part à la libération de l'Europe. Plusieurs dizaines de milliers de résistants, dirigés depuis Londres, se lèvent à Varsovie. Ils espèrent obtenir l'aide de Staline. L'armée rouge n'est plus qu'à quelques kilomètres de la ville. Mais Staline n'a aucune intention de les aider. Il déclare l'insurrection de Varsovie criminelle et ordonne à son armée de faire halte. Il laisse les Allemands faire place nette, comme il le dit. Les Britanniques ne peuvent intervenir. Staline refuse à leurs appareils de se ravitailler sur le territoire contrôlé par les Russes. C'est à ce moment-là que Churchill a compris que Staline n'était pas un véritable allié. Il a supplié Staline. Il lui a demandé personnellement si nos appareils pouvaient atterrir. Et bien sûr, Staline n'a jamais répondu.
Il n'a rien voulu savoir. Varsovie et ses habitants vont être les victimes de ce jeu politique. L'armée clandestine polonaise va résister 63 jours durant, avant que les SS et la Wehrmacht ne reprennent la ville et la rasent. Churchill a discuté avec Roosevelt de l'opportunité de suspendre les convois de ravitaillement pour mettre Staline sous pression. Ces convois assuraient l'approvisionnement en armes de la Russie. Mais Roosevelt a dit « Non, Staline serait furieux ». Février 1945. Une nouvelle partie de poker mondial va se jouer. Après un vol épuisant, Churchill doit affronter un trajet en voiture de 6 heures pour se rendre à Yalta, lieu de la prochaine conférence au sommet. La puissance de l'Union soviétique est déjà écrasante et la Pologne est alors aux mains de l'armée rouge. À la fin de la guerre, après le départ des Américains, Staline pourrait s'emparer de tout le continent, l'héritage de Hitler. Churchill veut à tout prix empêcher cela. Mais comment? Depuis Téhéran, il a compris que Roosevelt ne l'aidera pas à contrer Staline. Le principal objectif de Churchill était d'obtenir l'accord de Staline pour qu'il y ait des élections libres dans l'Est et le centre de l'Europe, et surtout en Pologne. Car comme il le disait, nous étions entrés en guerre pour la Pologne et il était de notre devoir de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour l'aider. C'est dans l'ancien palais des Tsars que l'avenir de l'Europe va se décider. Churchill va devoir jouer toutes les cartes qui lui restent pour s'imposer face à Staline. Avant Yalta, les deux hommes ont déjà conclu un premier accord. La Roumanie pour les Soviétiques, la Grèce aux Britanniques. Cet arrangement secret ne sera rendu public que longtemps après la conférence. Si la rencontre a lieu dans la lointaine Crimée et non à Athènes, comme Churchill l'avait proposé, c'est à cause de Staline. Il prétend que l'avion lui est interdit pour raison de santé et qu'il n'a pas le temps de voyager à l'étranger. La guerre est enfin sur tous les fronts. Pour ne pas être coupé du cours des événements, les Américains posent 100 km de lignes de communication à l'épreuve des écoutes. Pendant la conférence, 20 communications téléphoniques peuvent être tenues en parallèle. Roosevelt a emmené une délégation nombreuse, dont quelques-uns de ses plus grands généraux, pour impressionner Staline. Le second rôle revient une fois encore à Churchill. Roosevelt s'ingéniait presque à accentuer leurs différends. Il s'opposait à Churchill et se montrait d'accord avec Staline. Son objectif était bien sûr d'obtenir de Staline la promesse que l'armée rouge viendrait soutenir les troupes américaines du Pacifique dans leur effort de guerre contre le Japon. Cette promesse tant espérée, Roosevelt va l'obtenir à Yalta. Mais il lui faudra attendre la fin de la conférence. Staline le laissera douter jusqu'au bout. En revanche, on écarte le projet d'élection libre en Pologne. Roosevelt fait en sorte que la question reste au second plan. Et Staline garde les mains libres dans le pays. Tout se passe au mieux pour le maître des lieux, ici comme au front. En Europe centrale, son armée va de succès en succès et se dirige à toute vitesse vers l'Elbe. Pour lui, les pays conquis en chemin doivent devenir ses vassaux, peu importe ce qu'on dit à Yalta.
Le lieu de la conférence est isolé du monde. Les services secrets ont doublé les patrouilles pour veiller à ce que personne n'entre ni ne sorte. Les délégations n'ont même pas le droit de se dégourdir les jambes dehors. En réalité, c'est dans une prison que se tiennent leurs séances. Yalta, la plus importante conférence de paix du XXe siècle, va durer 8 jours. Le sort de la Pologne réglé, on passe à l'Allemagne. Elle sera divisée en 2 blocs, Est et Ouest. Cette décision correspond au plan de Staline. Il l'accepte immédiatement. Staline était un politicien exceptionnel. Il semblait toujours obtenir ce qu'il voulait. Il était rusé, sans doute plus que Roosevelt. Et il a compris qu'en fin de compte, Churchill était l'assistant de Roosevelt. On voyait qu'il n'était pas, qu'il n'était pas satisfait alors même que la guerre touchait à sa fin. Churchill quitte Yalta un jour plus tôt que prévu, presque précipitamment. Le président américain, en revanche, s'arrête en chemin pour rencontrer des potentats qui entretenaient jusqu'alors d'étroites relations avec l'Empire britannique, comme le roi Farouk d'Égypte. La liste de ces invités montre clairement que l'Amérique est désormais une nation de premier plan. Avec son projet de Nations Unies, elle a détrôné la Grande-Bretagne. Après le roi Farouk, c'est l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, qui est invité à prendre le thé avec Roosevelt. On accueille enfin le seigneur des puits de pétrole d'Arabie Saoudite, le roi Ibn Saoud. Il soutient lui aussi le projet des Nations Unies de Roosevelt. Le président envoie tout de suite en Amérique les films tournés sur place, comme s'il savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Il s'éteint 2 mois après Yalta. Peu de temps après, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. L'Allemagne a payé cher les destructions de Varsovie, Coventry et Stalingrad. À Londres, on fête la victoire avec le roi, le peuple et l'Empire.
Winston Churchill se prépare à prononcer un discours à la radio, presque 5 ans jour pour jour après sa première intervention radiophonique. Your victory. Victory of the cause of freedom is every day. In all our long history, we have never seen a greater day than this. God bless you all. L'histoire a démontré que la décision courageuse de Churchill, celle de se battre, était la bonne. Il est devenu le symbole de notre survie, et c'est de loin le personnage le plus connu et le plus apprécié de l'histoire britannique moderne. Après la fête, les 3 grands se réunissent une dernière fois à Berlin. Un nouveau président a succédé à Roosevelt, Harry S. Truman. Anvers est la première étape de ce voyage inaugural. De là, Truman entame une marche victorieuse vers Berlin. We're here today to raise the flag of victory over the capital of our greatest adversary. Avant que les politiciens ne décident une fois encore du partage du monde, leurs troupes défilent dans Berlin. Les 3 grands sont divisés sur l'avenir de l'Allemagne. Faut-il donner ou prendre? Exiger des réparations ou encourager la reconstruction? Châtier sévèrement le coupable ou lui accorder la grâce? Très vite, il devient clair qu'il ne suffit pas d'avoir gagné la guerre pour en décider. La conférence a lieu dans l'un des rares châteaux intacts des environs de Berlin. Elle va durer 2 semaines. À Potsdam, on va entériner le déplacement de millions de gens, des Allemands principalement, mais aussi des Polonais. Ceux qui ont risqué leur vie pendant des années pour une Pologne libre ont de quoi se sentir trompés. Certes, la victoire est là, mais pour les Polonais, elle ressemble à une défaite. Dans l'armée d'exil polonaise, seul un soldat sur 10 reviendra au pays une fois les armes déposées. Nous ne pouvions toujours pas rentrer en Pologne puisqu'elle était encore occupée. Elle l'avait été par les Allemands et à présent, elle l'était par les Russes. La Russie occupait notre pays, alors que nous avons décidé de rester en Angleterre et de nous y établir. À Potsdam, Churchill ne peut plus rien pour les Polonais. Il parvient en revanche à imposer la présence d'une 4e puissance victorieuse, la France. Mais les cartes sont déjà redistribuées, et pour longtemps. Il n'y a plus que 2 superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. La position de Staline était beaucoup plus forte que celle des Américains et des Britanniques. Il avait tous les as dans son jeu, et les autres n'en avaient aucun. Il faisait semblant d'avoir quelques atouts en main, mais c'était peine perdue. En réalité, le grand vainqueur de la bataille militaire et politique en Europe a été Staline. Dans tout jeu, il ne peut y avoir qu'un vainqueur et un perdant. Une fois de plus, comme à Téhéran et Yalta, Staline invite les 2 autres à poser pour la postérité.
C'était une terrible déception. Et le mot est sans doute encore trop faible, car nous avions aidé ce régime, le régime de Staline. Or, il était plus monstrueux encore que l'ennemi que nous avions combattu. Nous avons compris que tout était perdu dès la conférence de Yalta. Nous avons abandonné tout espoir. On nous a sacrifiés à l'occupation russe. Le pays était complètement détruit et les Russes ont transformé l'âme même de la Pologne. Ce n'était plus le même pays. Churchill savait que la Pologne allait devenir un pays communiste et ça ne lui faisait pas plaisir. C'était une grande déconvenue. La Grande-Bretagne a été l'un des perdants de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est sorti ruiné de la guerre. Nous avons survécu grâce à des prêts américains et nous avons perdu notre empire. Mais nous sommes plus sages que nous ne l'étions. Enfin, pour certains. Pendant la conférence, les Britanniques décident de ne pas réélire Churchill au poste de Premier ministre. Le même jour, la Grande-Bretagne et les États-Unis reconnaissent la Pologne communiste. Quand j'étais en Écosse, j'avais été surpris d'entendre des Britanniques dire que dès que la guerre serait terminée, il faudrait que Churchill parte. Ça m'avait frappé, je ne comprenais pas. Un homme qui avait pour ainsi dire sauvé le pays grâce à son moral. L'homme au célèbre cigare. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait le chasser. Winston Churchill a eu le cran de miser beaucoup. Il a su enchérir adroitement et jeter son joker dans la bataille, mais cela n'a pas suffi. Et il a perdu.